Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RT1. Voici les titres de cette édition. Erevan, capitale de l'Arménie, accueille le 17e sommet de la francophonie. Pendant plus d'une semaine, les pays francophones vont tabler sur des sujets d'actualité. Cette rencontre permettra également aux francophones de raffermir leurs liens. Après l'obtention de la certification américaine et de la certification OACI de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'autorité nationale de l'aviation civile ANAC veut relever un nouveau défi, celui de la classification en catégorie 1 FAA. Plus de détails dans quelques instants avec Francis Boifo. L'ancien vice-président nigérian Atiku Abubakar a remporté hier dimanche la primaire du principal parti d'opposition au Nigeria, le Parti démocratique du peuple PDP, affrontera le chef de l'État sortant Muhammadu Buhari à la présidentielle de février 2019. Commençons par cette information. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan lance les travaux de bitumage de la route Tiapoum à Langouanou, route Aboisseau-Noé. Le lancement des travaux a lieu ce lundi à partir de Tiapoum. Nous vous le disions dans nos titres, Erevan, capitale de l'Arménie, accueille le 17e sommet de la francophonie. Pendant plus d'une semaine, les pays francophones vont tabler sur des sujets d'actualité. Cette rencontre permettra également aux francophones de raffermir leurs liens. Éric Goré est notre envoyé spécial en Arménie. C'est le complexe sportif et culturel d'Erevan qui accueille le 17e sommet de la francophonie en Arménie. Aux alentours, les forces de sécurité arméniennes sont visibles. Cet événement international est un défi majeur pour ce pays qui compte 13 millions d'habitants. Les rues d'Erevan ne sont pas voisées pour la circonstance. Ici, ce sont 200 000 locuteurs français. La Côte d'Ivoire, fidèle à ses habitudes et à ses engagements, est représentée et s'exprimera à la tribune. Alors, la Côte d'Ivoire est quand même le 4e pays francophone en termes de locuteurs. Et vous connaissez également le poids de la Côte d'Ivoire dans le monde francophone, dans la sous-région africaine, dans l'Afrique tout entière, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara. Donc la Côte d'Ivoire a un rôle éminemment important à jouer dans le monde francophone. La Côte d'Ivoire participe à plusieurs accords de coopération dans le monde francophone. Et donc c'est fort logiquement que la Côte d'Ivoire est venue en délégation assez importante à ce 17e sommet de la francophonie, pour non seulement faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire, mais également faire avancer la cause francophone dans son ensemble. Outre la Côte d'Ivoire, plusieurs pays francophones ont effectué le déplacement d'Erevan. Des questions liées à l'immigration, le vivre ensemble et le développement seront débattus en vue de trouver des solutions idoines et pratiques. L'État de Côte d'Ivoire s'emploie à ce qu'aucun Ivoirien ne soit resté sur le bord de la route et s'attelle à faire venir les Ivoiriens qui vivent des moments extrêmement difficiles dans ce domaine. Donc c'est une thématique importante aussi qui sera développée par la francophonie en termes de stratégie à adopter pour rendre beaucoup plus stable nos différents jeunes dans les pays où ils partent pour espérer un mieux vivre ailleurs, alors que dans les pays d'origine, tout un environnement est mis sur pied, en Côte d'Ivoire notamment, afin que les jeunes puissent vivre mieux. Nous voyons qu'il y a des langues qui prennent le pas et qui se mondialisent de plus en plus. L'anglais, par exemple. Mais maintenant, il faut que le français soit adopté de la même manière et que le français se répande de plus en plus. Et donc nous avons intérêt, nous, locuteurs de la langue française, nous avons intérêt à nous mobiliser pour que la langue française soit répandue et que ce soit la langue la plus parlée dans le monde. À cette cérémonie d'ouverture, la secrétaire générale de la francophonie a emmené les participants à œuvrer dans le sens d'un développement harmonieux des pays francophones. Revenons en Côte d'Ivoire. La campagne pour les élections régionales et municipales se poursuit sur l'ensemble du territoire ivoirien. Cette campagne prend fin jeudi prochain à minuit. Les élections sont prévues samedi 13 octobre 2018.
Le GERDES, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, section Côte d'Ivoire, continue sa sensibilisation sur les élections locales apaisées. Le groupe était à Yamoussoukro, à l'INPHB, l'Institut national polytechnique à Houphouët-Boigny. Il a formé les étudiants sur les élections apaisées. Soro Corona, RTI Boaké. L'ONG GERDES, groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, section Côte d'Ivoire, accentue sa sensibilisation et formation sur des élections locales apaisées. Après l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, c'est le tour des étudiants de l'INPHB, Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, de bénéficier de cette formation. Ces étudiants ont été sensibilisés sur le bien fondé des élections locales, les comportements à adopter pour éviter les tensions, la conduite à tenir avant, pendant et après le vote, éviter de donner les résultats avant la commission électorale indépendante. Tels sont les modules au menu de cette formation. En tant qu'étudiants, ils sont beaucoup plus aptes à comprendre certaines notions des fondamentaux de la démocratie. On dit l'enfant est le père de l'homme. Tout ce magma d'étudiants que vous voyez, c'est les futurs candidats, c'est les futurs décideurs. Donc c'est pour cette raison qu'il faut orienter justement la campagne de sensibilisation à l'endroit de cette masse estudiantine. L'ONG GERDES a invité les étudiants à être des relais auprès de leurs parents afin que les élections du 13 octobre se déroulent sans violence. Après les étudiants, l'ONG va axer sa formation et sensibilisation pour des élections locales apaisées sur les femmes. Un atelier d'auto-évaluation de la Côte d'Ivoire portant sur les mesures préventives contre la corruption et le recouvrement des avoirs illicites a été organisé la semaine dernière au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Objectif, valider le rapport d'auto-évaluation et préparer la prochaine visite des pays examinateurs et de l'Office des Nations Unies contre la corruption. Olivier Eriebi, Sidonie, Ouakadavila. Amener les populations à tourner le dos à la corruption et aux infractions assimilées, une des missions de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Pour y arriver, l'institution est engagée dans une campagne de proximité dans les régions du pays en vue de sensibiliser les populations sur les conséquences de la corruption. Nous sommes venus sur le terrain pour échanger avec vous, pour qu'ensemble on trouve la bonne conduite pour savoir comment lutter contre ce mal. L'initiative est appréciée par les populations locales. C'est une séance qui est bienvenue parce que la corruption gangrène toute la Côte d'Ivoire. Ça freine le développement. Si la population est imprégnée des missions de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, cela va conduire la population à mieux dénoncer ces corruptions. Le premier responsable de la campagne de sensibilisation pense pour sa part que la collaboration entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et les ménages va aider à trouver une réponse adéquate à la question de la corruption en Côte d'Ivoire. La campagne de sensibilisation a pour objectif de changer les comportements. Amener chaque Ivoirien d'abord au niveau des cibles que nous avons visées, donc l'administration locale et le corps préfectoral, à limiter les dégâts que la corruption fait sur le développement de notre pays, sur l'attractivité de notre pays, sur les indicateurs au plan international. L'objectif, c'est de créer une coalition entre les différents acteurs que sont l'État, le gouvernement, les organismes, la population, la société civile, ainsi que le secteur privé et les médias. Nous puissions tous parler le même langage. À l'occasion de ces rencontres, les responsables de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dotent les différentes régions de mécanismes de surveillance de la corruption. Sont installés des comités anticorruption dans les régions de la Nawa, du Go et du Logibwa. Les élus, les chefs de communauté, les agents de l'administration locale et les acteurs de la société civile sont membres de ces comités. Deuxième grand titre de cette édition après l'obtention de la certification américaine et de la certification OACI de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'autorité nationale de l'aviation civile, ANAC, avait relevé un nouveau défi, celui de sa classification en catégorie 1 FAA. C'est une mesure américaine qui atteste que les conditions sécuritaires sont réunies sur une plateforme aéroportuaire et qui facilite les vols directs par de nombreuses compagnies
à destination des États-Unis d'Amérique. Francis Boifo. L'aéroport ici est un petit peu plus grand, très bien installé, assez, on dirait assez neuf, bien entretenu. On trouve un petit peu tout ce qu'on veut, des magasins, des pharmacies, des cafés. C'est une fierté nationale de savoir que l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a fait du progrès. Sur le site, l'État surveille les activités, veille surtout à la réalisation de projets à travers l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC. L'apport de l'ANAC, c'est quand on fait notre projet, quand on fait les dessins, quand on fait les plans, c'est de nous contrôler et d'être sûr que ce qu'on va mettre en œuvre est conforme à la réglementation nationale et aux standards internationaux. Au moment où on met en route, l'ANAC réalise sa mission de surveillance et vient s'assurer et nous rassurer que ce qu'on a fait est bien. Si on n'est pas bien dans le chemin, elle va nous le rappeler de façon à nous remettre en ligne. Mais ça, c'est normal, c'est son rôle et c'est aussi ce qu'on attend d'elle. Après l'obtention de l'agrément TSA, abusivement appelée certification américaine, et la certification OACI, l'ANAC, structure chargée de réguler le transport aérien pour le compte de l'État, veut relever d'autres défis. Maintenir les acquis, les faire progresser. Pour la sécurité, la classification en catégorie 1 FAA est un indicateur que nous voulons à tout prix mettre en œuvre de façon à ce que nous soyons effectivement une des aviations civiles de référence dans la sous-région et dans le monde. Premier avantage, c'est que les compagnies certifiées par l'ANAC, telles que Air Côte d'Ivoire, pourraient faire des vols sur les États-Unis. Ensuite, d'autres États qui hésitent peut-être à faire des vols sur la Côte d'Ivoire parce que pas convaincus tout à fait de ce que la sécurité soit ce qu'il faudrait, dès que les Américains vous ont donné ce quitus, mais ces pays n'hésitent plus. Je pense à des pays comme le Canada, je pense à des pays comme l'Angleterre. Si ces objectifs sont atteints, la Côte d'Ivoire pourrait devenir une référence dans le transport aérien au niveau de la sous-région, voire l'Afrique. Changeons de sujet pour parler d'éducation. Les élèves du lycée des jeunes filles de Séguéla ne vont plus parcourir plusieurs kilomètres à pied pour se rendre à l'école. La fondation Mayama, avec à sa tête le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, député de Séguéla, vient d'offrir au lycée un autobus de ramassage d'une 60aine de places. Connaît par Gassoro. Cet autobus de 60 places stationné dans la cour du lycée moderne Jeune Fille de Séguéla dans la région du Ouorodougou. Un don de la Fondation Mayama dirigée par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, député de Séguéla et fils de la région. Il s'agit pour cette fondation d'encourager la scolarisation de la jeune fille en facilitant leur transport gracieusement. Ce car de ramassage a été remis par le président de la Fondation Mayama, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, aux responsables du lycée en présence du ministre Amadou Soumaoro, des chefs traditionnels, des guides religieux, des élus et cadres de la région. Occasion pour le donateur d'exhorter les bénéficiaires à plus d'ardeur au travail avant de les inviter à en faire bon usage. De bien travailler pour que je sois content, pour que tous les cadres soient contents et m'aident à faire en sorte que ce lycée ait tout pour le bonheur de la région. Celles qui seront les plus méritantes, quand elles auront leur bac, je vais suivre leur encadrement pour qu'elles aient accès aux meilleures écoles. Nous promettons et nous prenons l'engagement de travailler et d'être des filles excellentes à tous les niveaux. Nous vous rendons fiers de nous. Que Dieu, dans son immense bonté, nous couvre de bénédictions. D'un coût d'1,3 milliard de francs CFA, le lycée moderne Jeune Fille de Séguéla est un don de la Fondation Mayama à la communauté éducative du Ouorodougou afin de booster la scolarisation de la jeune féminine locale. Pour résoudre le problème de l'emploi en Afrique, il s'est tenu ici à Abidjan vendredi dernier le salon de l'emploi. Plus de 10 000 jeunes étaient attendus. Ces jeunes ont pu trouver différents profils d'emploi. Salima Toudia. Ils étaient des milliers de jeunes à prendre part au Walking Planet 2018 à Abidjan. Des jeunes qui espèrent décrocher un emploi, un stage ou même une formation lors de ce salon de l'emploi. Moi, je suis là à la recherche d'un stage. J'ai confiance en mes qualités et en mes capacités. Voilà. Et que l'entreprise me donne la chance de mettre en pratique ce que j'ai appris. Je suis à la recherche de mon premier emploi
J'ai eu à échanger avec la CE. Bon, j'ai pu déposer mon CV et ils m'ont dit de m'inscrire aussi sur leur site. Ces demandeurs d'emploi ont pu découvrir la veille le salon virtuel, l'innovation majeure de cette 5e édition. La Maison des chefs d'entreprise dispose aujourd'hui d'un important capital d'expérience dans les liens entre les chercheurs d'emploi et les entreprises. Notre vocation est d'apporter des alternatives et solutions à toutes celles et ceux qui veulent s'engager dans le monde du travail et le réintégrer ou évoluer dans leur métier. Le digital est aujourd'hui partout dans une entreprise, on ne peut plus l'ignorer. Être avant-gardiste est très enthousiasmant. L'innovation que nous apportons pour cette 5e édition est ce que nous souhaitons incarner le plus, l'avenir. Piloter son image pour être influent, pourquoi et comment entreprendre sont entre autres les thèmes développés lors de cette rencontre entre visiteurs et exposants. Au Sénégal, les jeunes entrepreneurs fourmillent d'idées, mais les investisseurs demeurent frileux, notamment quand il s'agit de mettre de l'argent dans les startups technologiques. Mais avec la persistance, les investisseurs ont compris qu'il faut soutenir ces jeunes. Lansina Ouattara. Ces jeunes entrepreneurs sénégalais ont 3 minutes pour convaincre. Ils participent à un concours mondial pour tenter d'obtenir un financement et développer leur start-up. Celle d'Oliviane Diaye est née il y a moins de 2 ans. On s'est très vite entouré de bonnes personnes, on s'est fait très vite incuber pour justement nous accompagner à structurer notre projet. Mais malheureusement, peut-être c'est le côté plutôt finance. Les investisseurs, les investissements, surtout quand on est en early stage startup, c'est là où il y a un peu plus de difficultés, oui, c'est. La relative nouveauté des startups technologiques ajoute à la frilosité des investisseurs dans un pays où les ressources financières restent limitées. Le fonds d'investissement suisse SeedStars est présent dans 80 pays émergents, dont plusieurs en Afrique subsaharienne. Ce qui manque, c'est des investissements pour des petits projets, pour des startups qui ont besoin peut-être de 10 000, 50 000 dollars. Et donc toute la partie business angel n'existe pas aujourd'hui. Enfin, n'existe pas, en tout cas a besoin de se développer beaucoup. C'est notamment une des choses que va faire SeedStars en allant chercher des startups early stage qui aujourd'hui ont souvent beaucoup besoin de financement. Au niveau local aussi, ça bouge. Le CETIC, un incubateur lancé à Dakar en 2011, a récemment organisé un sommet régional des investisseurs. Et l'État sénégalais a aussi pris des mesures pour favoriser l'entrepreneuriat. Depuis quelques années, le Sénégal a ramené le capital social exigible pour la création d'une société de 1 million de francs CFA à 100 000 francs CFA. On peut avoir un capital de 100 000 francs CFA. Donc je pense que ça facilite beaucoup la création d'une SARL ou d'une SURL, d'une société unipersonnelle. Les autorités prévoient également l'ouverture d'un pacte de technologie numérique en 2021 pour dynamiser le secteur. Les ministres Mariatou Koné et Birahima Téné ont procédé à la mise en service d'une pompe hydraulique à motricité solaire au profit des populations de Pisanka, localité située dans le département de Ferkessé-Dougou. Cet ouvrage permettra surtout aux femmes de la localité de ne plus parcourir des kilomètres pour s'approvisionner en eau potable. Moussa Koulibaly, Godefroy, Okambawa. Ils ont maintenant de l'eau potable à portée de main. Avec l'inauguration de la pompe hydraulique à l'énergie solaire, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, vient de mettre fin au calvaire des populations de Pisanka dans le département de Ferkessé-Dougou. D'une capacité de 20 000 litres, l'ouvrage permettra de mettre à disposition de l'eau potable dans tous les foyers de la localité. Avec ce château d'eau à motricité solaire, fini les longues souffrance de vos sœurs, surtout en cette période de dur labeur champêtre. Avec ce château, fini les maladies hydriques des populations. Entièrement financé par le Fonds national de solidarité à plus de 20 millions de francs CFA, la réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre des projets communautaires à impact rapide au profit des populations des localités du pays dépourvues du tout minimum d'infrastructures de base. Avec cette infrastructure, la souffrance de nos mamans sera allégée. Au lieu de parcourir des kilomètres pour aller chercher l'eau, en parcourant ces kilomètres, elles courent plusieurs risques, morsures de serpents, de palabres, d'insécurité. Avec cette infrastructure, les femmes vont bénéficier davantage de temps pour s'occuper d'elles-mêmes, pour s'occuper de leurs enfants, pour s'occuper de leur famille,
et s'occuper de leurs activités économiques. Lors de l'inauguration de l'ouvrage à Pisanka, la ministre de la Solidarité était accompagnée de son collègue en charge des affaires présidentielles, Birahima Téné. Les deux émissaires du gouvernement ont aussi accédé aux requêtes des populations qui ont plaidé pour la construction de 3 classes, des logements pour enseignants et des latrines. Les éléments de la police de Soubré conduits par le commissaire Lansina Silla viennent de mettre fin aux activités de 4 deals de drogue dont le plus gros fournisseur de la région. Ils avaient en leur possession une importante quantité de drogue. Kwasi Mamadou. Fin d'activité d'un groupe de dealers de drogue avec à la tête le plus gros fournisseur de la région de la Nawa dans les filets des hommes du commissaire Lansina Silla, commissaire de police de Soubré. Une belle prise faite lors de l'opération Hypervier 3. Cette opération nous a permis de mettre la main sur 4 individus, dont un grand dealer célèbre dans la zone. Alors, l'opération nous a permis de saisir 913 boulettes de cannabis, 15 sachets de cocaïne, 49 emballages d'héroïne, ainsi que des dépresseurs. L'arrestation de ce grand dealer permettra de réduire le circuit de distribution de la drogue à Soubré. Car, il faut le dire, la jeunesse est confrontée à ce fléau. Avec cette arrestation, c'est un véritable soulagement pour la population de la ville de Soubré et au-delà toute la région de la Nawa. Le commissaire de police Lansina Silla exhorte la population à la coopération afin de lutter efficacement contre la grande criminalité dans la région de la Nawa. Le chef de groupe et son gang ont été conduits devant le parquet de Soubré afin de répondre de leurs actes. Pour les 3 derniers mois de l'opération Hypervier 3, ce sont 9 fumoirs qui ont été détruits dans la ville de Soubré avec à la clé une vingtaine d'interpellations. Un mot de religion, un mois après le retour des pèlerins de Médine et de la Mecque en terre sainte d'Arabie Saoudite, ceux de la commune de Cocody ont été célébrés samedi dernier à la grande mosquée de la Riviera Golf, ici à Cocody. Ils se disent heureux d'avoir accompli avec succès les différents rites du Hajj et d'avoir prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Koné Pargasoro. Plus de 480 fidèles musulmans de la commune de Cocody ont accompli cette année le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Ces pèlerins, de retour de la terre sainte d'Arabie Saoudite, ont été accueillis et célébrés par imams, guides religieux, prédicateurs, parents, amis et responsables du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, section Cocody. Et c'est l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golf qui a servi de cadre pour cette cérémonie religieuse. Le pèlerin, c'est quelqu'un qui a vu au moins les lieux saints, qui a vu une partie de la Oumma islamique du monde. Donc, cela doit montrer à ce dernier qu'il est dans une religion non seulement qui prône la fraternité, l'amour du prochain et surtout la pratique religieuse. On doit sentir cela en lui. Heureux d'avoir accompli avec succès les différents rites du Hajj, les El Hajj et les Hadja ont tenu à traduire toute leur reconnaissance au commissariat du Hajj pour la bonne organisation avant de remercier le président de la République, Alassane Ouattara, pour son implication chaque année à la réussite du pèlerinage à la Mecque. Nous avons pu constater au cours de notre séjour que le commissariat du Hajj a eu à mettre en place une administration efficiente, avec des personnes qui l'ont animée et qui n'ont pas lésiné sur leurs moyens pour se mettre à la disposition des autres pèlerins. Et ça, c'était une très grande satisfaction. Nous pouvons dire que dans la sous-région, il n'y a aucun pèlerinage qui se déroule comme le pèlerinage ivoirien. Le président qu'on a, et vraiment ce qu'il fait, on n'a rien à dire dessus. Et vraiment qu'on lui souhaite une longue vie. Et surtout, nous, on a été les meilleurs. On a effectué le Hajj avec notre président. Donc vraiment, c'est une gloire. La traditionnelle cérémonie d'accueil des pèlerins a bénéficié du soutien du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Cheikh Boakari Fofana, profitant de l'occasion, a exhorté les fidèles à plus de responsabilités avant, pendant et après les élections locales du 13 octobre prochain. Évitons les querelles, les conflits n'aboutissent à rien. Les élections ne constituent pas la fin du monde. C'est un événement comme tout événement, ça passe et d'autres élections vont venir. Distribution des diplômes de participation aux imams, aux guides religieux et aux pèlerins. Louanges, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie d'accueil des pèlerins de la commune de Cocody.
Le Haut Conseil du dialogue social de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire veut être plus proche de ses membres. Des sections de cette organisation sont installées à travers le pays. C'est le cas de la section du district autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier. Plus de détails avec Soro Corona de RTI Boaké. Selon les données du dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2014, plus de 5 millions de personnes de nationalité étrangère vivent en Côte d'Ivoire, soit 24% de la population ivoirienne. La communauté burkinabé représente la diaspora la plus forte. Pour une cohabitation pacifique et une intégration harmonieuse, le Haut Conseil du dialogue social de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire a vu le jour. Il se veut le cadre de rencontres, de partage et de solidarité entre burkinabés. La facilitation des relations ivoiro-burkinabées. Nous nous occupons de la sensibilisation, de l'organisation, de la formation et de l'éducation de notre communauté. C'est pour pouvoir mieux bâtir la cohésion au sein des populations. Pour être plus proche de ses membres, le Haut Conseil du dialogue social de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire a décidé d'installer ces sections à travers le pays. Le district autonome de Yamoussoukro et la région du Bélier ont désormais leurs sections. Le président a été officiellement installé. Pour les défis à relever, le président compte sur le soutien de tous. Alors, notre priorité pour la communauté burkinabé, c'est la sensibilisation. En ville comme dans les villages, nous allons mettre un accent dans leur travail pour que cette sensibilisation vraiment puisse étendre dans tous les départements de la Côte d'Ivoire. Le Haut Conseil du dialogue social de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire est une initiative du président burkinabé Roch Marc Christian Kabore. Plusieurs sections sont installées en Côte d'Ivoire depuis 2018. Les Camerounais ont voté hier pour l'élection présidentielle dans ce pays. Le dépouillement des bulletins a commencé. Les résultats de cette élection présidentielle seront connus certainement la semaine prochaine. Autre aspect de l'actualité internationale, nous allons parler de l'accord pour un nouveau sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump les jours à venir, de l'ancien vice-président nigérian Atiku Abubakar qui a remporté hier dimanche la primaire du principal parti d'opposition au Nigeria, le Parti démocratique du peuple, de la force anti-djihadiste du G5 Sahel qui a programmé des opérations ce mois d'octobre. La force du G5 Sahel se prépare à un redéploiement sur les terrains à compter de ce mois d'octobre. Annonce faite ce lundi par la ministre française des Armées. Après un attentat perpétré contre son quartier général au mois de juin dernier et en raison de certaines difficultés financières, cette force anti-djihadiste tarde à reprendre ses opérations. Le nouveau chef d'état-major en charge des opérations, le général Hanina Ould Sidi, se dit prêt à faire face à la menace terroriste. La force du G5 Sahel, qui réunit des soldats du Mali, de la Mauritanie, du Tchad, du Niger et du Burkina Faso, a transféré fin septembre dernier son quartier général de Sévaré à Bamako. L'ancien vice-président nigérian Atiku Abubakar, 71 ans, remporte la primaire du principal parti d'opposition au Nigeria, le Parti démocratique du peuple PDP. Il affrontera le chef de l'État, Muhammadu Buhari, à la présidentielle de février 2019. L'ex-ministre de l'Éducation et fondatrice du mouvement Bring Back Our Girls veut être également de la partie. Elle a annoncé hier dimanche sa candidature à la présidentielle de février 2019 au Nigeria. Les États-Unis et la Corée du Nord sont d'accord pour organiser un deuxième sommet le plus tôt possible, selon la présidence sud-coréenne. La décision a été prise hier lors d'une rencontre entre le chef de la diplomatie américaine et le dirigeant nord-coréen. La date et le lieu de ce sommet ne sont pas encore fixés. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, quant à lui, fait part de discussions productives sur la dénucléarisation avec Kim Jong-un à Pyongyang. Le premier sommet entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un a eu lieu en juin à Singapour.
Et c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci aux techniciens et à l'équipe de réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. J'ai resté avec nous sur RTI 1.